Bonjour, écoutez, je suis ravi d'ouvrir cette séance de présentation de la nouvelle promo, enfin la promo 3 du UA. Donc je suis Loïc Dosseur, directeur général de Paris Co. Puis j'ai le plaisir d'avoir Pénélope Comites et Jacques Galvani à mes côtés. Je les laisserai bien évidemment se présenter. Moi, très très rapidement, vraiment me réjouir de cette troisième promotion quand ce projet a commencé à mûrir dans le dialogue avec les élus parisiens, avec la maire de Paris, avec tout un ensemble d'acteurs du handicap, les acteurs des Jeux Olympiques et Paralympiques également, c'est important de le souligner. J'espérais bien qu'on arrivera à quelque chose de durable. Et puis, en relisant mes petites notes tout à l'heure, Julie me précisait effectivement qu'il y a une quatrième promo qui se prépare. Et puis évidemment, il y en aura une cinquième, une sixième. Donc, petit à petit, chacun des projets que vous allez voir vient ajouter une touche de valeur, une couche d'efficacité dans la réponse aux défis du handicap à l'échelle de Paris plus globalement. Et moi, c'est ce qui motive notre action. Donc, je voulais vraiment déjà féliciter, mais comme à chaque fois, de toute façon, tous les porteurs de projets qui osent s'engager dans cette démarche. J'espère que toute l'action que UA apporte et Paris Co en général leur permet de progresser, de se poser les bonnes questions, de se faire sévèrement challenger par l'ensemble de nos coachs et partenaires, dont la Massif Pôle emploi, mais je les remercie à chaque fois. Donc voilà. Et donc, ce chemin de progrès, qu'il soit aussi diffusant, c'est bien pour ça qu'on conduit ce genre d'opération pour faire savoir et que d'autres s'embarquent dans l'aventure. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, vraiment féliciter, remercier et puis transmettre le micro aux adjoints. Julie vient de me dire dans quel ordre vous passiez tous les deux, mais j'ai déjà oublié. Donc vous vous débrouillez. Je ne sais plus. Pénélope peut-être, non ? Pénélope. Bonjour, bonjour à tous. Donc moi aussi, je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour le lancement de cette troisième promotion avec Loïc et Jacques. Voilà, c'est dans ce lieu que j'aime beaucoup. Donc moi, je suis Pénélope Comites, je suis adjointe à la maire en charge de l'innovation et de l'attractivité. Alors, je suis là aussi avec voilà, peut-être aussi avec ma vision transversale des questions de handicap, parce que j'ai porté pendant de nombreuses années aux côtés de Bertrand Delanoë les politiques de handicap qui sont suivies aujourd'hui par mon collègue Jacques Galvani. Et c'est vrai que voilà, c'est des sujets que j'ai laissés, entre guillemets, en tant qu'adjointe en 2008, mais qu'à titre personnel, je continue à suivre. Et j'ai toujours pensé, pendant ces années où j'ai travaillé sur ces sujets, qu'une politique sur le handicap, ça doit être une politique totalement transversale et qu'elle doit pas se cantonner dans les domaines de l'action sociale, comme on a trop souvent tendance à le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, bon, je suis en charge d'innovation et de l'attractivité, et je trouve que c'est assez extraordinaire de voir que ce programme d'UA, donc cette troisième promotion, et tout le travail que fait UA, c'est vraiment l'illustration de ce que doit être une politique d'innovation dans une ville. C'est-à-dire que ce qu'on disait ce matin, parce qu'on s'est vu déjà ce matin avec Loïc, l'innovation, c'est pas juste gadget, c'est pas juste pour innover, mais ça doit être au service de la ville, ça doit être au service de la ville et de ses citoyens, pour une ville résiliente et pour une ville, notamment sur ces sujets, une ville inclusive qui n'intéresse pas que les personnes en situation de handicap, mais qui intéresse tous les citoyens, parce que ce qu'on fait pour les personnes en situation de handicap, c'est valable pour tous les citoyens, que ce soit les personnes âgées, les mamans avec les poussettes, ou voilà. Et ça, c'est important de se le dire, et je crois que innover, c'est extrêmement important, qu'on soit là, qu'on favorise les innovations, qu'on favorise les technologies, parce qu'elles sont là pour fabriquer la ville de demain. Et ce que vous êtes en train d'inventer, ça doit avoir vocation pour nous à pouvoir se diffuser et en anglais on dit s'implémenter dans la ville. Donc la ville, elle doit être là, et elle est là effectivement pour soutenir vos projets. Donc merci. Donc merci à Paris Co, merci Loïc, merci aux équipes de UA, merci à Julie, et puis bien évidemment merci aussi à Pôle emploi et la Massif, et à tous ceux qui travaillent pour UA, parce que je pense que vous faites des choses extraordinaires, et bravo, on a besoin de vous et on aura de plus en plus besoin de vous. Merci. Et merci à toutes les équipes pour leur boulot fantastique.
Bien, l'essentiel a été dit, mais je vais quand même rajouter quelques petites choses. Donc moi, je suis Jacques Galvani, donc je suis l'adjoint à la maire de Paris en charge du handicap et de l'accessibilité universelle. Et alors un petit peu en miroir de Pénélope, en fait, moi il se trouve que dans ma vie professionnelle, depuis plusieurs années, je travaille sur les problématiques d'innovation, c'est mon métier. Et donc, je dirais que c'est un petit peu comme elle. D'abord, j'étais dans l'innovation et puis je suis venu aux questions de handicap et d'accessibilité. Et c'est très important pour moi d'amener ces questions justement d'innovation dans la prise en compte de la politique de la ville en termes de handicap et d'accessibilité. C'est pour ça que je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui donc à l'invitation de Loïc Dosseur, puis aussi donc de Julie Pressia, donc qui pilote UA, d'être avec Pénélope également. Cet après-midi, il y aura Pierre Abadan, je crois que tout à l'heure il y aura Pierre Abadan qui est l'adjoint au sport qui sera là. Et je pense que ça montre bien l'engagement qu'il y a au niveau de la ville sur ces questions en fait. Et le lien qu'on fait entre tous ces éléments. Voilà. Et ce matin, j'étais au comité donc, du fonds de dotation qui va financer un certain nombre d'actions en préparation des JO, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et en fait, la question de l'accessibilité a été tout de suite et du handicap a été tout de suite évoquée en début de réunion. La question de l'innovation aussi. Donc, on voit bien qu'on est au cœur de sujets qui sont certes d'actualité, qui sont importants. Et je pense qu'il y a une prise de conscience sur le fait que, comme l'a dit Pénélope, les politiques en faveur du handicap, ça ne peut pas être. Ce sont des politiques sociales, c'est très important. D'ailleurs, je crois que la MDPH est partenaire de cette action, mais ça ne sont pas que des politiques sociales. Il y a aussi l'aspect économique, l'aspect d'identifier des talents, de leur permettre d'émerger, d'avoir des projets dynamiques qui se créent, qui créent de l'emploi, qui créent de l'activité. Et ça peut contribuer, d'ailleurs, comme le sport, à changer le regard qu'on peut avoir sur les personnes en situation de handicap, qui ne sont pas que des objets, effectivement, d'aide et de politique sociale, même si c'est très important. Voilà, donc moi, je suis donc un grand fan, un grand supporter de UA. Je pense que on a chaque année, depuis 3 ans maintenant, des super lauréats. Donc, je félicite vraiment très chaleureusement les 7 lauréats de cette année. Je pense qu'ils vont vivre pendant les 5 mois de programme des choses remarquables. En fait, ils vont pouvoir avoir du coaching individuel, ils vont pouvoir avoir accès à un réseau qui leur est apporté par Paris Co. Ils vont pouvoir, j'espère, donner de l'ampleur, une ampleur plus grande encore à leur projet et les faire réussir. Voilà, donc merci beaucoup en fait aux partenaires historiques, donc la direction régionale de Pôle emploi, la Massif, de soutenir cette action. C'est une des actions phares et importantes pour la ville de Paris. Donc, moi, j'y serai particulièrement attentif et puis je me tiendrai bien au courant de ce que deviennent donc nos lauréats d'aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous les trois pour cette introduction et à Monsieur Galvani et Madame Comitès de nous soutenir dans cette aventure UA qui effectivement a bientôt plus de 2 ans aujourd'hui. Et pour vous laisser découvrir notre univers et notre écosystème, on vous propose un mini-film qui a été tourné le 13 octobre et qui retrace la trentaine de solutions innovantes qui étaient présentes pour permettre de faciliter donc, le quotidien des personnes en situation de handicap, une trentaine de start-up, et avec nos partenaires à nos côtés, donc la Ville de Paris, le groupe Massif et la Direction régionale Île-de-France de Pôle emploi. Et bien sûr, on n'oublie pas les acteurs institutionnels et associatifs également, et les potentiels utilisateurs. Je vous laisse découvrir ça.
pour démarrer cette deuxième partie, pour notre après-midi, je suis ravie d'avoir avec nous donc, Sabine Bonnard, qui est donc responsable handicap et accessibilité au sein du groupe Massif. Et puis, on a en digital, normalement, on est en direct, Alice Sorel, qui est chargée de mission innovation sociale au sein du groupe. Le groupe Massif donc, nous accompagne depuis le début et soutiennent donc, les projets également qui font partie des promotions. Donc, c'est Sabine qui va nous dire un petit mot avec Alice pour démarrer cette table ronde avant qu'on commence ensuite à aborder 3 thématiques. Sabine ? Merci beaucoup, Julie. Bonjour à tous et à tous. Merci à Jacques Galvani, à Pénélope Comites, à Loïc et Alice pour nous organiser cet événement dans ce contexte un peu particulier. La Massif est très heureuse d'être partenaire fondateur de cet événement. On est très heureux d'être aux côtés de Paris Sanco et de voir aussi tout ce que la ville fait en matière d'innovation pour les personnes en situation de handicap. Et on est collectivement très heureux aussi de pouvoir féliciter les 7 lauréats de cette 3e promo. Une promotion qui, me semble-t-il, est très, très prometteuse aussi. Alors, pour la Massif, c'est quelque chose d'important, ce partenariat. On a choisi d'être partenaire fondateur dès le départ de cette aventure. Pour une première raison, c'est qu'il y a très peu d'entreprises, il n'y en a que 4% à l'échelle mondiale, qui concentrent leur offre autour du handicap. Et c'est quelque chose qui est pour nous, en tant qu'acteurs de l'économie sociale et solidaire, un peu surprenant. Tant les problématiques et les usages des personnes en situation de handicap sont précieuses. Donc pour nous, c'était important de soutenir cet écosystème et d'appartenir à cette famille d'entreprises qui soutiennent l'innovation en faveur des personnes en situation de handicap. On a toujours été volontaires dans cette démarche d'inclusion. La Massif s'est dotée d'un programme ad hoc, le programme Massif Egalis, qui vise à intégrer les besoins particuliers dans notre offre de produits-services, dans notre manière de communiquer aussi, mais aussi dans notre manière d'accueillir nos sociétaires en situation de fragilité. Et il nous semble important de détecter, de nous rapprocher de start-up, d'entrepreneurs, pour pouvoir booster notre effort d'innovation, pour pouvoir l'intégrer dans nos métiers. Le handicap, c'est un défi technologique et scientifique. Quand on regarde les usages, tant il faut avoir un effort de simplicité, tant il va falloir aussi regarder des cas de figure particuliers. Donc ce défi-là, pour nous, c'est important de pouvoir s'adosser auprès de start-up qui vont nous apporter cette énergie, cette compétence, cette expertise. Et je crois aujourd'hui que parmi les 7 lauréats qu'on a identifiés, qu'il y a déjà cette expertise initiale. Alors je voudrais juste signaler ce qu'on a déjà fait précédemment avec toi, Julie. Et Alice nous a rejoint en même temps aussi. Voilà. Avec Keia et David, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous accompagne. Nous avons donc lancé un POC avec Keia. Keia, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution qui permet de faire de la transcription instantanée en langue des signes. Donc les contenus écrits sont traduits de manière automatique grâce à un avatar. Et pour nous, c'est l'exemple, c'est un des exemples, mais je trouve que cette solution est très intéressante, qui montre à quel point on peut travailler avec les startups pour compléter ce que nous faisons déjà. Bien sûr, on est une entreprise qui est accessible pour les personnes sourdes et malentendantes, mais avoir cette innovation-là avec cet avatar, c'est donner une visibilité supplémentaire à cette accessibilité et c'est offrir aux personnes sourdes aussi la possibilité d'avoir accès à nos informations. Donc on est très contents de pouvoir intégrer comme ça des innovations dans nos solutions. Merci Sabine. Alice, est-ce que tu es parmi nous ? Super. Bienvenue. Oui, vous m'entendez ou pas ? Ça marche ? On t'entend. Très bien. Super. Merci beaucoup Julie. Merci à tout le monde. Juste pour compléter en 2 mots les propos de
de Sabine. Comme tu l'as dit, Julie, ça fait maintenant plus de 2 ans que la Massif a la chance d'être aux côtés de l'accélérateur de UA et de découvrir toutes les startups et les entrepreneurs qui œuvrent au quotidien pour développer ces solutions innovantes à destination des personnes en situation de handicap et de belles années, sincèrement, de partenariats très riches en enseignement. Comme l'a dit Sabine, on a énormément appris au contact de Paris & Co et que toutes les innovations dans le domaine du handicap et de l'accessibilité, qu'elles soient techniques, technologiques ou sociales, servent évidemment à toutes et à tous. Le bénéfice est commun. Et que ce que je voulais juste rajouter, c'est que nous, notre rôle en tant que mutuelle d'assurance ici, c'est aussi de mieux connaître les besoins nouveaux, les besoins existants de tous nos clients sociétaires, et donc aussi des clients qui sont en situation de handicap, de perte d'autonomie, qu'elles soient passagères ou pérennes, afin de pouvoir mieux y répondre. Et je donnerai juste un deuxième exemple sur l'intégration dans les métiers, qui est toujours l'exercice périlleux pour des organisations de notre taille. Et la Massif, c'est la raison pour laquelle la Massif a lancé en avril 2020 maintenant un parcours Open Innovation afin de faciliter la démarche de tout porteur de projet innovation, mais également la relation avec la start-up. Et donc, on parle de simplification de process pour l'innovation qui est basée sur le partage et la collaboration, et l'intégration des solutions innovantes dans nos offres s'en trouve facilitée. Un autre exemple, on a parlé de Kea, Sabine a parlé de Kea. Moi, je parlerai ici d'une expérimentation qu'on est en train de lancer avec la startup MyToGad, qui fait partie de la troisième promo, et on est très, très heureux, avec notre assisteur, IMA, Intermutuelle Assistance, afin de proposer à nos sociétaires, à nos clients, dans le cadre de garanties d'assistance à destination du binôme aidant-aidé, c'est un accompagnement spécifique pour le déménagement. C'est une période toujours très stressante pour tout le monde, mais encore plus pour les personnes dépendantes ou en perte d'autonomie. Donc je renouvelle ici vraiment, on est ravis de continuer notre partenariat avec UA, avec Paris & Co, de participer au lancement de cette troisième promo. Et je profite juste de 1 seconde pour vraiment remercier toute l'équipe de UA, particulièrement Julie, pour leur dynamisme et leur professionnalisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Alice. Et merci Sabine d'avoir ouvert avec nous donc, cette table ronde qui aussi fait prétexte pour vous présenter les différentes startups de la promo, de la troisième promotion. On a 7 startups donc, que l'on va vous présenter avec 3 alumni qui font partie de la précédente promotion. Donc le temps qu'arrive près de nous Charlotte de Villemorin ainsi que Sylvain Chevalier. Vous pouvez vous rapprocher. Donc on va démarrer avec ce premier temps qui est consacré à l'accès à l'autonomie et à la mobilité. Faire émerger donc des solutions innovantes pour aider les 5 millions de Français concernés par une meilleure conciliation entre la vie à domicile et la perte d'autonomie. C'est l'enjeu de beaucoup d'acteurs dont ceux aussi qui sont eux-mêmes concernés. On a le plaisir donc d'accueillir Charlotte de Villemorin, qui est fondatrice donc de la solution Willy's, qui est ambassadrice aussi de notre première promotion UA. Alors on est un peu loin, Charlotte, mais ça va, on se connaît un peu quand même. Et puis Sylvain Chevalier, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Saclay et co-organisateur du colloque En Diversité, qui rassemble aussi toute une émulation de solutions innovantes et de techno dont Sabine, je suis sûre, tu seras ravie de discuter un peu plus tard avec lui. Alors Charlotte, donc tu es née à Paris, tu es fondatrice de la start-up Willy's, donc un site de partage de véhicules aménagés entre particuliers, même si tu vas nous en parler. Puisque vous êtes une équipe, donc vous êtes incubé à Paris & Co depuis plusieurs années au sein du pôle Ville Durable. Et puis vous représentez, on peut le dire, une start-up assez emblématique, on peut le dire, dans l'écosystème de la Handitech. Alors, pour ne citer aussi que ça, j'avais envie aussi de le citer, tu es auteur du livre Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans un cirque, donc je vous conseille, donc beaucoup de talent. Charlotte, j'ai envie de te poser une première question simple. Comment tu es passée de l'idée à l'action, et puis peut-être le constat qui vous a motivé ou qui t'a motivé, ta capacité à agir en faveur de la mobilité pour tous. C'est vrai que moi, dans mon cas, ce qui m'a motivée, c'est vraiment en fait tous les obstacles auxquels j'étais confrontée, et je suis toujours confrontée dans mon quotidien. Étant en fauteuil, je fais vraiment le constat tous les jours que la mobilité, elle est réduite, et ce n'est pas qu'une expression, pour les personnes comme moi. Donc j'ai toujours
j'ai toujours galéré pour me déplacer, pour dire les choses très, très clairement. Et je pense qu'il y a vraiment eu un déclic, en fait, un jour où j'ai été invitée au mariage d'une de mes copines dans le sud de la France. Elle avait fait attention à ce que tout soit parfaitement accessible pour moi en termes de lieux, etc. Mais j'avais aucun moyen de me déplacer de la gare d'arrivée jusqu'au lieu de son mariage. Aucun, parce que quand on est en fauteuil, il faut une voiture adaptée pour pouvoir mettre le fauteuil dans la voiture. Et il n'y avait pas de taxi adapté, il n'y avait pas de possibilité de louer une voiture aménagée, il n'y avait pas de transport en commun adapté. Il n'y avait rien. Et du coup, je n'ai pas pu y aller, ça m'a beaucoup frustrée. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bête parce qu'il y avait forcément quelqu'un dans le coin qui avait une voiture aménagée, qui ne s'en servait pas, qui aurait pu me la prêter ou me la louer. Et on entendait déjà beaucoup parler d'économie collaborative. Il y avait déjà des sites comme Drivey à l'époque, WeCar, qui proposaient de mettre en relation des propriétaires de voitures avec des personnes qui en avaient besoin. Mais rien n'existait pour les personnes en fauteuil roulant. Et c'est vrai que moi, je n'étais pas du tout prédestinée à devenir entrepreneur. Je travaillais en agence de publicité dans un monde qui n'avait rien à voir. Mais en fait, j'ai été tellement frustrée que je me suis dit que la solution que j'imaginais, elle allait rendre service à tous ceux qui étaient dans la même situation que moi, les personnes à mobilité réduite à cause d'un handicap, toutes les personnes âgées aussi qui ont perdu leur mobilité et qui se retrouvent en fauteuil, et que moi-même, j'allais pouvoir en bénéficier. Du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup motivée. J'ai rencontré mon associé qui lui-même avait un ami en fauteuil dans la même situation que moi. Et c'est vrai que du coup, on comprenait vraiment le besoin. Et on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on a tout de suite été accompagnés par des gens qui étaient prêts à nous soutenir, que ce soit des assureurs, un réseau d'incubation, des amis qui nous ont ouvert leur réseau. Et ça nous a permis de démarrer et d'en être là où on est aujourd'hui. Merci Charlotte. Alors avant de découvrir 3 solutions après notre échange, quel impact aujourd'hui vous avez mesuré avec Willy's parce que ça fait maintenant... on a démarré en 2015, donc ça fait 6 ans maintenant. Aujourd'hui, on est de très très loin le plus grand parc de voitures aménagées. Avant Willy's, le leader de la location de voitures aménagées traditionnelle avait peut-être 30 ou 40 voitures dans toute la France. Nous, aujourd'hui, on en a plus de 1500. On a réussi à rassembler une communauté de presque 20 000 inscrits partout en France. Donc aujourd'hui, on maille complètement le territoire pour permettre à tout le monde de se déplacer. Et moi, il y a une statistique que j'aime bien, qui peut paraître anecdotique, mais c'est qu'en kilomètres parcourus avec les voitures Willy's, nos utilisateurs ont fait plus de 20 fois le tour de la Terre, je crois. Et je trouve ça plutôt un beau pied de nez de se dire que des personnes à mobilité réduite ont finalement réussi à faire 20 fois le tour de la Terre. Donc voilà, et en termes d'impact aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que finalement, on a réussi à faire travailler en vraie intelligence collective beaucoup d'acteurs différents qui avant ne se parlaient pas forcément, que ce soit le milieu associatif, le milieu des entreprises, le milieu des startups, le milieu des particuliers, des établissements médico-sociaux. En fait, moi, je crois vraiment que le collaboratif et le fait de tous se mobiliser en faveur d'une cause, là en l'occurrence la mobilité des personnes en fauteuil, ça permet de craquer en fait vraiment le problème et de proposer une solution à moindre coût et la plus accessible possible. Merci beaucoup Charlotte. Peut-être tu seras la future mentor pour un de nos projets qui s'appelle Vibeya, qui justement concerne la mobilité. Trop bien. Qu'on va présenter juste après la première démonstration en ligne cette fois, puisqu'on est sur un événement hybride. Et donc je passe la main à Nina. Nina qui est chargée de communication au sein du programme UA et qui va accompagner et présenter tout au long de cet après-midi nos innovateurs. Merci Julie. Donc peut-être Paul n'est pas encore en ligne. Paul, est-ce que tu es là? Oui, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Paul, bienvenue. Donc Paul Poupé, cofondateur du 31, et nous t'écoutons. Bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui là, je vais vous parler d'accessibilité numérique et plus particulièrement de la question du niveau de langue dans l'accessibilité numérique, puisque effectivement, je suis le cofondateur du 31
avec Morgane Auguel qui n'a pas pu être là aujourd'hui. U31, c'est un projet issu de la recherche. C'est un outil automatique qui permet de transformer un niveau de langue complexe en un niveau de langue plus simplifié. Aujourd'hui, il y a 16% de la population qui a des difficultés à lire et à comprendre l'information écrite. Ces 16%, c'est des personnes qui peuvent avoir des troubles cognitifs comme la dyslexie et d'autres troubles, des handicaps aussi, cognitifs ou autres, mais aussi des personnes qui sont dans une inégalité d'accès au niveau de langue. Donc, par exemple, des personnes qui sont allophones ou des personnes qui n'ont pas suivi toutes les étapes scolaires. Ces 16% de personnes, elles ont des difficultés sur plusieurs supports, hein, parce que le niveau de langue, on le voit à la fois dans les courriers qu'on reçoit, c'est sur les sites internet, dans les mails, les réseaux sociaux. Et donc, nous, on a vraiment voulu faire un outil qui permettait de transformer ça. Et aujourd'hui, cet outil s'adresse à des collectivités locales, aux services publics, mais aussi à des organisations, des entreprises ou des associations qui ont une personne sur 6 qui ne les comprennent pas. Et au-delà de cet aspect, il y a une personne sur 6 à qui on ne parle pas, il y a aussi un aspect normatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les normes à la fois internationales, donc ça c'est les normes d'Internet, le WCAG, mais à la fois dans les normes, les directives européennes et le droit français, il y a tout un travail sur l'accessibilité numérique qui met en avant cette question du niveau de langue. Et donc je vais vous présenter cet outil, donc je partage mon écran. Alors, j'ai fait une démonstration très rapide, plus par une présentation, mais je pourrais vous la faire. Si quelqu'un veut une présentation plus exhaustive, il n'y a aucun problème. Donc, sur les niveaux de langue, il existe des solutions. Donc, en haut, on voit un texte compliqué à lire et à comprendre. Et puis, il y a 2 niveaux de langue qui existent, hein, qui sont le langage clair en bas à gauche et le FALC. Le langage clair, ça permet de proposer une façon aérée et cohérente de présenter l'information qui permet d'inclure de plus en plus de personnes. Puis le FALC, facile à lire et à comprendre. Là, on est plus spécifiquement sur des publics qui ont des problématiques cognitives. Et donc, on a tout un ensemble de pictogrammes et des phrases très simplifiées, plus simplifiées, qui permettent de transmettre l'information à ces publics-là. Et voilà comment fonctionne l'outil. Hein. C'est comme un correcteur orthographique. Donc, on importe un document, on met un texte. Dès qu'on a mis le texte, on a tout de suite la note, c'est-à-dire, voilà, là, on est à 75% d'un langage clair. Donc, le but, c'est d'aller, bien sûr, à 100%. On a les différentes catégories. Donc, nous, on travaille avec, on a des chercheurs en linguistique chez nous et en traitement automatique du langage. Donc, on va identifier des mots compliqués, mais aussi des structures de phrases compliquées, mais aussi au niveau, ce qu'on appelle le niveau discursif, c'est-à-dire comment tout le document est organisé pour présenter l'information. Donc, vous entrez votre document, vous avez un score et les différents types d'erreurs, et puis vous allez avoir des recommandations pour chacune des erreurs afin de transformer votre texte. Donc ça, c'est un outil, et je vais revenir afin que vous puissiez me voir. Et donc ça, c'est un outil qu'aujourd'hui on déploie alors dans des organisations, mais aussi dans une mairie, là, en l'occurrence, et qui permettent d'aider ces acteurs dans leur quotidien à mieux communiquer avec tout leur public et à inclure justement ces publics-là dans leur communication. Merci Paul. Nous allons donc passer maintenant à la seconde start-up de notre seconde promotion UA avec la start-up Vibea et sa cofondatrice Stéphanie Genot qui est également en ligne avec nous aujourd'hui. Stéphanie, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous croyons profondément à un monde plus inclusif. Donc moi, je suis Stéphanie et donc mon associé qui n'a pas pu être là à cause de problèmes de transport, se déplace en fauteuil roulant et dans son quotidien, elle rencontre des problèmes de mobilité pour aller boire un verre avec des amis, rentrer tard d'un week-end en famille ou encore arriver à l'heure à un entretien d'embauche. Ce sont là des situations pour lesquelles elle n'a parfois pas de solution de déplacement et ce n'est pas la seule. Car en France, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap, dont 23% ont besoin d'un matériel pour se déplacer. Donc des fauteuils roulants électriques ou manuels, des béquilles, des chiens guides. Donc pour ma part, j'ai rejoint Vibea car je suis quelqu'un qui aime les projets à impact social. Et en rencontrant Raja durant mes études, donc j'ai pu constater par moi-même ces problèmes de mobilité. Et donc à notre image, nous voulions créer un projet qui nous ressemble, un projet humain et inclusif. Mais on Vibea, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution de réservation de chauffeurs spécialisés dans le handicap. Et nous souhaitons donc à travers cette application rassembler un maximum d'acteurs
pouvons répondre à leurs besoins de déplacement et ainsi améliorer leur autonomie. Donc notre service, il se base sur 3 points. Donc une bonne ergonomie pour une totale accessibilité, des options spécifiques pour une meilleure prise en charge et enfin la sensibilisation des conducteurs pour un meilleur accompagnement. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis de faire partie de la 3e promotion HUA avec laquelle nous partageons des valeurs communes. Merci Stéphanie. Donc maintenant, la 3e start-up de notre seconde promotion avec MyJugad, présentée par son CIO Xavier Delahaye. Mais en premier temps, nous allons passer à un petit film pour introduire cette start-up. L'accompagnement de MyJugad ne s'arrête pas au soutien physique. Le soutien émotionnel et psychologique à destination de nos clients et de leurs aidants est au cœur du service que nous proposons. En amont du déménagement ou vide maison, nos professionnels peuvent se déplacer physiquement plusieurs fois afin d'aider à la réalisation de certaines tâches et de la mise en carton, par exemple. En parallèle de ce soutien, les clients et leurs proches peuvent suivre l'avancée de toutes les démarches sur notre application MyJugad via un espace dédié. Des solutions leur sont proposées pour donner une seconde vie aux objets dont les personnes concernées souhaitent se séparer. Afin de réduire les appréhensions liées à l'emménagement dans un nouvel espace, le futur agencement est anticipé grâce à la réalisation de projections en 2 dimensions. Le déménagement, vide maison, est organisé par l'application qui sélectionne pour le client un choix de déménageurs professionnels et formés à l'accompagnement des publics fragiles. Des accompagnateurs de terrain aux déménageurs, tous nos intervenants disposent d'un label certifiant de compétences spécifiques. Ils disposent alors d'un grand savoir-faire en matière de déménagement, mais également d'un savoir-être indispensable pour mettre en confiance les familles que nous accompagnons. 1. Nos clients sont consultés à chaque étape du processus. 2. Ils sont sollicités pour être partie prenante de leur déménagement, dans le respect de leurs capacités et niveau d'autonomie. Accompagner les publics fragiles n'est pas qu'un simple service, c'est un domaine d'expertise que MyJugad développe depuis plusieurs années. À ce jour, notre application a déjà accompagné plus de 100 familles dans leur processus de changement de lieu de vie. Bonjour Xavier, bienvenue. Merci. Du coup, la vidéo est assez parlante. Donc, je suis le fondateur de MyJugad. C'est un dispositif d'accompagnement en France sur la mobilité résidentielle. La problématique du déménagement et du vide-logement en cas de perte d'un proche ou quand on est en situation de handicap peut être très complexe. Aussi, quand on est assez âgé. Et du coup, ce projet-là existe depuis mars 2019. On a eu nos premiers partenariats avec des caisses de retraite comme AG2R, Clésia, Malakoff Humanis. Et on développe la solution depuis à peu près 2 ans. On commence à avoir des partenariats avec des caisses de retraite, des mutuelles, pour accompagner ces personnes-là. On développe une technologie aussi d'IA pour faire le calcul de volume avec les smartphones. Et voilà, donc grosso modo, on est ravis de pouvoir travailler avec UA et d'être accompagné par UA pour développer ce projet-là sur la ville de Paris et avec les différents partenaires comme Massif. Faut savoir que Jugad, ça veut dire tout simplement débrouillardise ou système D pour les gens qui ne savent pas. C'est aussi l'innovation Jugad, c'est-à-dire faire beaucoup avec peu. Je ne sais pas si vous avez. Merci beaucoup Xavier. Je redonne juste la main à Julie Precia pour continuer cette table ronde. Xavier est encore avec nous, peut-être? Ouais. Oui, Xavier, on avait peut-être une question sur que veut dire MyJugad? Je l'ai dit, mais Jugad, ça veut dire débrouillardise ou système D. En fait, c'est de l'indien. C'est aussi le concept de l'innovation Jugad, c'est-à-dire le principe frugal, c'est-à-dire réussir à faire beaucoup avec peu afin de pouvoir toujours être innovant et être dans la rapidité. Merci beaucoup. De rien. Bon après-midi, à très bientôt Xavier. Alors on vous retrouve sur l'application MyJugad. Ouais, allez. Alors on va poursuivre, merci Nina pour ces interviews, on va poursuivre avec donc Sylvain Chevalier, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Saclay et vous co-organisez chaque année le colloque En Diversité, j'en parlais tout à l'heure, qui valorise donc les projets de recherche et d'innovation. Donc aussi également dans la démarche de conception universelle qui est très importante au sein des travaux. En 2018, vous avez organisé un colloque qui approfondissait le volet de l'autonomie
à travers la présentation donc, de différentes technologies présentes sur le plateau technique de Paris-Saclay. Alors j'aurais 2 questions pour vous. La première, c'est quelle stratégie de collaboration entre acteurs de l'innovation vous semble gagnante pour qu'une solution justement parvienne jusqu'à ses potentiels utilisateurs ? Merci beaucoup pour cette question. Le point le plus important, à mon sens, c'est dès le début de l'aventure de commencer à proposer un maximum d'inclusion. Et c'était d'ailleurs le sujet du colloque en 2018 sur les mobilités dans le cadre du nouveau campus de Paris-Saclay qui est en construction. Et on avait un peu un outil sur lequel tout est en réflexion, on peut proposer des solutions. Et c'était un bel endroit pour tenter des choses, et c'est extrêmement compliqué de rendre accessibles des zones. On a essayé de proposer un maximum de solutions, alors que ce soit sur des relevés de terrain, sur des moyens qui utilisent de la remontée d'informations par les utilisateurs, donc sur des approches très collaboratives, pour être capable d'identifier les points sur lesquels on peut être bloqué ou les points sur lesquels on pourrait se retrouver en difficulté pour se rendre dans les différents endroits de l'université. Et effectivement, le fait d'avoir accès à toutes les formations et à tout l'ensemble d'un tissu, alors que ça soit de formation, que ça soit d'entreprise, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que c'est des choses qu'on a essayé de mettre en avant en réunissant, du coup, comme tu l'avais dit, des choses assez compliquées, c'est-à-dire de réunir des élus, de réunir des personnes de la DDE, de réunir des associations d'utilisateurs, des experts, pour être capable de co-construire ensemble des solutions. Donc, pour moi, il faut vraiment essayer de donner un maximum de chances dès le début pour que tout le monde puisse accéder aux formations et aux différents moyens offerts pour qu'on puisse co-construire des solutions. Voilà. Merci Sylvain. Comment les chercheurs s'engagent-ils aujourd'hui dans la démarche de conception universelle au fil des années? Est-ce que tu vois, toi, une évolution, une plus grande facilité, ou en tout cas un angle clairement plus tranché sur cette question de conception universelle des solutions, et moins dans la compensation peut-être spécifique? Alors, ça a pas mal évolué. Il y a une influence forte de tout ce qui se fait en Angleterre, au Canada, dans des études de terrain, des choses qui sont très applicatives. Et un modèle qu'on avait mis en place au sein de notre laboratoire, le LISV, qui a bien fonctionné et qui se répand relativement partout en France. Et c'est de s'appuyer sur des associations et du coup d'avoir des synergies fortes entre des chercheurs et des associations d'utilisateurs, des relais de mobilité pour mettre en contact dès le début des idées des chercheurs, des chercheuses avec des personnes qui sont soit en situation de handicap sur des aspects physiques ou mentaux ou sur des aspects sensoriels, d'avoir ces partenariats qui soient le plus en amont possible. Ça permet d'avoir une bien meilleure vue et d'avoir cette idée de faire du design inclusif et de commencer à concevoir des solutions qui soient inclusives dès le départ pour ne pas avoir besoin d'adapter après coup les technologies à ces solutions. Voilà. Merci Sylvain. Et avant de poursuivre sur une prochaine démonstration, quelle est la date envisagée pour le prochain colloque en diversité? Merci. Donc on fait ce colloque tous les 2 ans, en 2014, 2016, 2018. Le 2020, on l'a décalé en 2021, donc le prochain sera en 2023. Voilà. D'accord, ok, très bien. Très bien, on a le temps de prendre un peu d'informations d'ici là, on restera connectés. Merci beaucoup Sylvain. Merci. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous sur ce premier temps fort. Et pour terminer ce premier temps fort, je redonne le micro à Nina qui va présenter aux côtés de Majid
la solution OpenExo, une solution de notre seconde promotion. Merci Julie. Donc, comme annoncé par Julie, donc Majid, cofondateur de OpenExo, un exosquelette open source du membre supérieur. Donc Majid vous en parlera beaucoup mieux que moi. Donc je te laisse le présenter. Merci Nina. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de vous parler plus précisément de OpenExo, j'aimerais mettre l'accent sur le manque d'accessibilité des aides techniques du membre supérieur. Quand on parle handicap moteur, on parle souvent de fauteuil roulant et on oublie souvent le membre supérieur, alors que c'est un des problèmes les plus graves, on va dire, au niveau psychologique. On porte tous aujourd'hui des masques, donc imaginez que vous ne pouvez pas replacer votre masque, que vous ne pouvez pas attraper votre objet ou autre. Et c'est la problématique à laquelle j'ai été confronté avec un proche, donc atteint d'une myopathie de Duchenne, et qui a perdu en capacité pour pouvoir se nourrir. Et à ce moment-là, on s'est dit, face au manque de solutions actuelles, on s'est dit que autre chose était possible. Et c'est pour ça qu'on a du coup créé OpenExo, qui est un exosquelette donc, du membre supérieur. Donc, tu veux que je te tienne le micro ? S'il te plaît. Donc, comment ça se passe ? Je te mets comme ça. J'arrive. On installe. Alors, normalement, donc tu l'installes sur ton avant-bras. Tout à fait. Alors, normalement, c'est tu veux un coup de main ? Adolescent et du coup, les attaches sont prévues pour eux. Donc, j'ai pas d'écran. Voilà. Et alors là, sur cette première version, c'est une version qu'on dit mécanique, donc qui fonctionne avec un système d'élastique que vous pouvez voir là. C'est pas très. Il y a un système d'élastique qui permet donc d'avoir un effet qu'on appelle zéro gravité, c'est-à-dire que la personne ne sent pas le poids de son bras et peut retrouver donc les gestes du quotidien, donc manger, remplacer son masque, attraper son téléphone pour le reprendre. Et donc là, ce que vous voyez, voilà. Là derrière, c'est la fixation en fait qui est faite au niveau du fauteuil et qui va venir derrière l'épaule de l'utilisateur pour lui permettre de retrouver les gestes du quotidien. Donc ça, c'est notre première version. Et ce qu'on souhaite faire à l'avenir, c'est aussi développer une gamme motorisée pour répondre à la problématique des maladies dégénératives qui évoluent par définition. Donc avoir un modèle qui est à la fois mécanique, donc sans moteur, et pour avancer avec la maladie, pouvoir changer juste quelques pièces pour le rendre motorisé et évoluer avec la maladie de l'enfant et aussi ses préférences et ses goûts, notamment en termes de couleurs. Merci Majid pour cette présentation de OpenExo. Donc on va passer à une deuxième start-up alumni de notre deuxième promotion UA, donc Ability. Juste une petite seconde, le temps d'installer la petite table. Donc représentée par Marie-Odile Maquinet, qui est son cofondatrice, avec Bérangère, qui n'est pas également là. Hop. Oui, du coup, Ability, c'est une solution de réalité virtuelle qui a pour but de rendre la rééducation des personnes atteintes d'hémiplégie plus ludique et plus efficace. Du coup, l'hémiplégie, c'est la paralysie partielle ou totale de la moitié du corps, souvent due à un AVC ou une paralysie cérébrale ou autre. Et donc, on a fait des mini-jeux de réalité virtuelle que tu vas pouvoir tester, Nina. Je te laisse mettre le casque. On va essayer de faire un partage d'écran pour que vous puissiez voir exactement ce qu'elle fait. J'enlève juste, je baisse un petit peu mon masque parce que sinon, il y a plein de buée. Hop. Voilà. Ça va, tu vois bien ? Ça va. Donc, à peu près. Il faut prendre la manette dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà, non mais t'inquiète pas. Du coup, normalement, on va pouvoir effectuer un partage qui devrait je t'avoue que c'est un petit peu flou. On verra. Et si ça ne marche pas, je vous expliquerai ce qu'elle voit. La technologie de la réalité virtuelle ici est couplée à la technologie du hand tracking, qui est le suivi des mains. Donc, les 4 caméras du casque vont pouvoir suivre 24 points de chacune des mains et les intégrer directement en réalité virtuelle. Donc, on s'affranchit de tout problème de manette. Je peux le poser ? Oui, la manette. Tiens.
Comme ça, on va pouvoir détecter tes mains. Tu as réussi à faire le partage? Oui, c'est bon. Ok, il n'a pas l'air de... Des fois, il y a des problèmes, c'est pas grave. Donc là, elle va être dans une scène de réalité virtuelle entourée de plusieurs tam-tams autour d'elle. Et on s'inspire de techniques et de thérapies qui sont existantes, on les adapte technologiquement et on les gamifie. Et pour le jeu qu'elle va effectuer, on s'est inspiré de la technique de contrainte induite. Donc elle va avoir une main en réalité virtuelle rouge et une main bleue. Et elle va devoir aller taper les tam-tams qui s'illuminent. Donc de la main bleue pour les tam-tams bleus et de la main rouge pour les tam-tams rouges. Donc c'est vraiment un exercice qui va essayer de stimuler les deux membres aussi bien lésés que valides de la personne atteinte d'hémiplégie. On travaille sur d'autres thérapies comme la thérapie miroir qui va là simuler le fait que la main lésée effectue aussi bien le geste que la main valide. Et malheureusement, vous n'avez pas de retour de ce qui se passe. Mais voilà, donc on est sur plein de mini-jeux de réalité virtuelle dans des univers de réalité virtuelle différents et à des buts différents. Merci Marie-Odile. Donc en effet, j'ai 3 tam-tams devant moi où je dois taper dessus dès que la couleur arrive. Voilà, c'est ça. Merci Marie-Odile. Et donc tous ces jeux de réalité virtuelle vont être couplés à une plateforme de paramétrage, une plateforme web qui permet aux professionnels de santé de pouvoir paramétrer les jeux en termes de difficulté, mais aussi en termes de thérapie qui va être présente au niveau du jeu pour que ça corresponde au mieux aux patients qui effectuent la séance. Merci Marie-Odile. Peut-être un petit mot rapide sur votre appel à participation en 30 secondes. C'est ça, on est actuellement en train de chercher des professionnels de santé, des centres de rééducation ou centres hospitaliers qui voudraient travailler avec nous, ou bien même des patients qui ont des troubles moteurs, parce qu'on aimerait avoir vraiment leur ressenti en termes de réalité virtuelle, ce qu'ils en pensent, comment l'utilisation de nos solutions pourrait être au mieux déployée. Donc vous retrouverez le lien de ce questionnaire dans le chat YouTube, donc n'hésitez pas à y contribuer pour aider le projet Ability. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On va poursuivre donc sur notre deuxième temps d'échange sur cette table ronde consacrée à l'apprentissage et à l'emploi. On a près de nous Olivier qui va arriver, Olivier Houlier. Merci beaucoup à Sabine, Sylvain et à Charlotte encore une fois d'avoir été avec nous sur ce premier temps. Donc nous avons Olivier Houlier qui est neuroscientifique et entrepreneur qui va venir s'installer. Lambert Trénora qui arrive aussi également à nos côtés, qui est donc cofondateur de la solution Girolift et ambassadeur de la seconde promotion UA. Et nous avons normalement Laurent Mateur de Pôle emploi, mais je ne l'ai pas vu encore arriver, puisque Pôle emploi, Lambert, je te laisse nous rejoindre. Ah, pardon. Donc la direction régionale Île-de-France de Pôle emploi nous a rejoint l'année dernière sur la promotion UA. Les nouvelles technologies adoptent depuis quelques années les efforts des politiques volontaristes inclusives dans l'emploi, GPS, contrôle vocal, des écrans d'ordinateur, vidéo d'interprétation. Les personnes en situation de handicap vont trouver donc dans les technologies et les progrès technologiques un moyen de compenser tout ou partie de leur handicap. Et cette révolution numérique va changer radicalement la donne en termes d'emploi. Alors, il existe un moyen de repérer une évolution du niveau d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous avons par exemple le taux d'emploi des organisations. Près de 6%, c'est le taux d'emploi dans les fonctions publiques confondues, tandis que dans le privé, on atteint en presque 4%. Donc on a encore beaucoup de leviers à actionner pour contribuer aussi à ces efforts et la technologie le fait très bien. Donc je vais commencer par vous, Olivier, puisque je ne vois pas encore Laurent à nos côtés. Vous êtes donc neuroscientifique et entrepreneur, pour ne citer que ça. Et vous êtes auteur du livre « Nouvelles applications de la prévention en santé publique, l'apport des sciences comportementales, cognitives et neuroscientifiques ». Vous avez récemment décidé de rejoindre l'aventure Stephen X, aux côtés de son porteur de projet Paul, que l'on va écouter juste après, encore étudiant.
et que l'on félicite pour son audace et dont donc, nous découvrirons la démonstration juste après. Alors Olivier, merci beaucoup d'être parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous parler des applications, des technologies de brain control ? Alors, on pourra parler en français aussi, c'est bien, et de la façon dont les interfaces homme-machine pourraient transformer nos lieux de travail demain, alors pour un meilleur usage de nos outils et de confort pour tous, puisqu'on parle bien d'inclusion. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ce qui pouvait passer pour de la science-fiction il y a encore quelques années, le fait de pouvoir contrôler des objets connectés par la pensée, est quelque chose qui est relativement banal aujourd'hui d'un point de vue technologique. Mais la technologie en soi ne suffit pas. Il est important de voir qu'on peut développer des technologies qui sont complètement hallucinantes, qui font avancer les choses d'un point de vue scientifique, mais il faut que ces technologies soient adaptées et adoptées. Adaptées à l'environnement du travail, à la vie quotidienne, et adoptées par les gens, c'est-à-dire qu'elles soient fonctionnelles, faciles d'accès, et surtout qu'elles aient un coût qui soit raisonnable pour que les gens les utilisent. Tous ces facteurs environnementaux sont extrêmement importants. Et aujourd'hui, ce que l'on peut faire, c'est qu'avec ce qui, il y a encore quelques années, nécessitait des dizaines de milliers d'euros, pouvoir enregistrer l'activité du cerveau, nécessiter des laboratoires de recherche scientifique ou des laboratoires médicaux, aujourd'hui peut se faire à la maison, peut se faire au travail, peut se faire dans n'importe quelle activité, parce qu'il y a une portabilité qui existe et une baisse des coûts sans sacrifier pour autant la qualité scientifique ou la qualité technologique. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a encore plus de 10 ans, lorsqu'on voulait faire des interfaces personne-machine, des interfaces cerveau-machine, il fallait des heures et des heures d'entraînement pour pouvoir contrôler ou faire une action, c'est-à-dire penser à quelque chose et que cette pensée soit transformée par un ordinateur, par des algorithmes, en une action. Faire bouger un bras robotisé, faire avancer un fauteuil, déplacer un drone. Aujourd'hui, pour des actions simples, on a besoin de quelques secondes. Qu'est-ce qui a changé ? La portabilité des technologies d'enregistrement du cerveau. Cette portabilité qui a permis un effet d'échelle, et cet effet d'échelle qui a permis de pouvoir avoir des millions et des millions et des millions d'essais, donc des milliards de données, de points de données, qui ont permis d'enregistrer et d'améliorer la capacité des algorithmes à prédire, à transcrire ce qui est de l'ordre de nos ondes cérébrales et à en faire des actions. Et aujourd'hui, pour des actions très simples, comme faire décoller un drone, par exemple, par la pensée, le faire atterrir, récemment, avant la pandémie, sur un événement à Dubaï, on a fait passer 400 personnes en 2 jours qui ont fait cette action et il leur suffisait d'une vingtaine de secondes d'entraînement pour pouvoir le faire. Voilà où on en est du point de vue technologique. Maintenant, de la même manière que si demain, on avait une solution qui permette de guérir tous les cancers, si cette solution n'est adoptée par personne, elle est inutile. La technologie existe. Ce qu'il faut, c'est qu'on crée les conditions pour que d'un point de vue sociétal, cette technologie soit adaptée et adoptée. Merci Olivier. Vous aviez un petit extrait, je crois, vidéo que vous souhaitiez nous montrer sur justement le contrôle par la pensée, un exemple assez inédit et significatif. Est-ce que vous voulez qu'on le regarde maintenant ? Je veux bien. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, si on peut diffuser la vidéo, c'est mon ami Rodrigo Ubner Mendez qui a perdu l'usage de l'ensemble de ses membres suite à une attaque au pistolet, alors qu'il allait démarrer sa voiture. Il y a quelques années, Rodrigo, équipé d'une interface cerveau-machine, a pu réaliser son rêve, qui était non seulement de recommencer à conduire, ça c'est le rêve post-attaque, mais son rêve d'enfant de conduire une Formule 1 par la pensée. Donc Rodrigo, sur un circuit au Brésil, a pu conduire une Formule 1 jusqu'à 80 km/h, uniquement par la pensée, avec une neurotechnologie, c'est-à-dire un casque qui permet de retranscrire les ondes électriques de son cerveau en commande pour la voiture, grâce à cette technologie qui coûte quelques centaines d'euros, il a pu retrouver cette sensation de conduire. Et quelle sensation! Ce qui est possible avec une Formule 1 est possible avec tous les objets connectés aujourd'hui. Bien évidemment, tout le monde n'a pas accès à une Formule 1, mais ce que l'on cherche à faire, et vous allez entendre tout à l'heure Paul Barbast vous présenter
la solution sur laquelle on travaille depuis des mois, c'est de rendre ces solutions accessibles à tout un chacun, que ce soit au niveau du coût comme de la réalisation scientifique. Changer la vie des gens grâce à la technologie. Le Tech for Good aujourd'hui, c'est plus qu'un slogan, c'est la possibilité d'avoir de véritables entreprises à mission en comprenant comment on prend de la science qui peut paraître de la science-fiction, mais qui n'est juste que de la science, et de faire en sorte qu'elle change la vie des gens pour la rendre plus agréable, pour retrouver de l'autonomie, pour retrouver de la dignité. Bravo. Je crois que vous avez répondu à l'autre question, effectivement, sur le fait que, la contribution justement de ces interfaces homme-machine dans le monde du travail. Ça fait des années que je travaille sur des questions de santé mentale. Comment est-ce qu'on peut utiliser la mesure de l'activité cérébrale des gens pour mieux comprendre, notamment au travail, comment leur quotidien est influencé, comment les différentes tâches au cours de la journée vont affecter leur santé mentale, leur niveau de stress, leur niveau d'attention. Aujourd'hui, grâce aux neurotechnologies, on va faire un bond, on va penser de la santé mentale et s'occuper aussi de la santé physique, sans pour autant négliger la santé mentale. Je pense qu'il faut les deux. Il n'y a pas de santé sans santé mentale et physique. Donc, ce que l'on a pu apprendre sur la façon dont les gens fonctionnent, sur la façon dont ils réagissent, et ce que l'on peut faire en termes d'amélioration du quotidien grâce aux interfaces cerveau-machine pour des personnes souffrant de handicap, c'est non seulement aider sur des tâches physiques, mais aussi améliorer la santé mentale. L'un n'allant pas sans l'autre. Et je suis extrêmement biaisé. Je suis un geek, je suis un scientifique à la base qui est devenu entrepreneur. Et la raison pour laquelle je suis devenu entrepreneur, c'est pour trouver des solutions qui, je l'espère, vont améliorer la vie des gens. Merci beaucoup, Merci Olivier. Je pense qu'on peut écouter Paul à présent pour nous parler de la solution Stephen X et nous parler des enjeux visés par cette solution pour l'aide à l'intégration des personnes en situation de handicap. Nina, merci Julie. Donc, je suis donc avec Paul Barbas, qui est donc le cofondateur de Stephen X. Donc bienvenue Paul. Merci. Donc je t'en prie, présente-nous Stephen X. Alors très rapidement, du coup, je vais me présenter. Je termine mes études actuellement du coup à HEC Polytechnique et je vais vous présenter notre projet. Donc on a avec Olivier Stephen X, l'interface cerveau-machine inclusive. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, vous avez plus de 50 millions de personnes, selon l'OMS, qui sont touchées par la tétraplégie. Ça fait 50 millions de personnes qui sont isolées de la société et isolées du monde du travail. Pourquoi ? Parce que les infrastructures, aujourd'hui, elles ne sont pas adaptées. Et notre objectif, avec Stephen X, c'est de leur permettre de pouvoir contrôler un ordinateur par la pensée et de pouvoir se réinsérer dans le monde du travail. Comment est-ce que ça fonctionne ? Comme Olivier l'a présenté juste avant, Stephen X, c'est une interface cerveau-machine. Une interface cerveau-machine, qu'est-ce que c'est ? C'est un système portable qui, à l'aide d'un casque neurotech, donc avec des électrodes, permet de pouvoir contrôler un ordinateur par la pensée, en mesurant et en analysant les signaux électriques de notre cerveau. Olivier Ouillier et moi, mon cofondateur, on est d'accord, on a une vision. Cette vision, c'est que le handicap doit plus seulement être une limite, mais doit être un facteur d'intégration et de création professionnelle. Je vais terminer ce petit pitch par une citation de Stephen Hawking, en qui, vous l'avez bien compris, le nom rend hommage. « Bien que je ne puisse plus bouger et que je doive parler à travers un ordinateur, je suis libre dans mon esprit. » Vous vous rendez compte qu'un des plus grands esprits du XXe siècle, un des plus grands physiciens du XXe siècle, a passé 50 ans de sa vie totalement tétraplégique. Et pourtant, il avait un métier, il était chercheur, il a écrit un des livres qui a été les plus lus et les plus achetés. Donc grâce à la technologie, Stephen Hawking a réussi à dépasser son handicap. Grâce à Stephen X, on veut permettre aux 50 millions de personnes qui sont exclues du monde du travail de pouvoir dépasser leur handicap. Voilà. Merci Paul, c'est une belle leçon de vie. Mais est-ce que contrôler un ordinateur par la pensée, ça ne fait pas un petit peu science-fiction ? Alors, c'est une très bonne question, effectivement, qui revient très très souvent. Est-ce que ce n'est pas de la science-fiction ? Nous, ce qu'on aime à dire, c'est que ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la science en action. Comme vous avez pu le voir avec Olivier, ça fait plus de 10 ans qu'il fait ce genre de choses. Moi, dans ma chambre d'étudiant, il y a 2-3 ans, pour moins cher qu'un iPhone, j'ai contrôlé un petit robot BB-8 par la pensée. Aujourd'hui, c'est possible. Le réel défi, c'est pas la science, c'est l'intégration dans le monde professionnel. Et c'est ce sur quoi on veut travailler avec Stephen X.
Merci. On va voir poursuivre au niveau de temps. Je suis désolée. Vas-y, je t'en prie. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. On va suivre avec attention la feuille de route de Stephen X et justement travailler avec les partenaires aussi de Paris & Co qui auraient envie de pouvoir expérimenter cette solution et ce levier vers l'emploi. Lambert Trénora, tu es docteur donc en robotique. Bienvenue. Alors on te connaît bien dans la maison Paris & Co. Ça fait quelques années aujourd'hui que tu es incubé au sein de notre réseau d'incubateurs et la solution Gyrolive va bientôt devoir être commercialisée. Tu as fait le choix de mettre à profit tes connaissances scientifiques au service de la mobilité pour tous. Avec Maxime Giraud, ton cofondateur, vous avez développé une solution qui vient aussi prévenir la pénibilité au travail et liée notamment au déplacement et à la répétition de mauvaises postures pour maintenir aussi une personne peut-être en situation de handicap grâce à cet outil inclusif. Comment Gyrolive a été pensé pour répondre à cet enjeu de conception universelle ? En fait, la conception universelle, c'était un point crucial au tout début de la conception du Gyrolive. On est parti d'objets, en fait, ça paraît comme un pitch classique, mais le Gyrolive a été né et conçu un petit peu comme on utilise maintenant des télécommandes, des SMS, le miroir dans l'ascenseur. C'est-à-dire qu'à la base, ça a été conçu pour des personnes en situation de handicap et on les utilise tous communément maintenant. Pourquoi on ne serait pas capable de faire ce genre de solution à chaque fois qu'on conçoit un nouveau produit ? On a voulu développer une nouvelle forme de mobilité et on a voulu qu'elle réponde aux besoins de tous, ou en tout cas du plus grand nombre. Et donc on a mis sur papier tous les besoins, que ce soit pour des personnes valides ou des personnes à mobilité réduite, des problématiques d'inclusion, de déstigmatisation. Il fallait que le produit ne renvoie pas l'image d'un dispositif médical. C'était déjà le point le plus important. Et donc on est parti de là. On a aussi tout de suite, dès la genèse, mis autour de la table les missions handicap de grands groupes qui nous ont accompagnés dès la genèse du produit, que ce soit Enedis, Dassault Systèmes, Thales, pour leur dire quels sont les besoins, quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés pour maintenir et réintégrer des personnes à mobilité réduite dans leur emploi ou même tout simplement ouvrir des postes qui ne pourraient pas être accessibles. Voilà, on a voulu concevoir un produit qui réponde aux besoins de tous. Et finalement, quand on amène ce produit au sein d'entreprises, quand on les amène au sein de musées, au sein de centres commerciaux, les gens nous arrêtent en nous disant « mais qu'est-ce que c'est ?» et ils ne voient plus le handicap et ils se disent « mais moi, ça, je l'utiliserais bien pour telle ou telle autre application », alors que ce ne sont pas forcément des personnes en situation de handicap. Pour nous, c'était ça qui était important dans la conception universelle. Merci, et d'ailleurs tu l'as amené, donc tu nous feras une rapide petite démonstration. Quel levier selon toi serait aujourd'hui important de mobiliser pour atteindre cette croyance plus large de l'apport de ces technologies au sein des environnements de travail ? Je pense que ce qui est important, c'est de rompre les barrières. C'est-à-dire que quand on arrive dans une entreprise, quand on est un manager, quand on est quelqu'un en RH, etc., on va tout de suite se dire OK, une personne en situation de handicap avec tel type de handicap, je ne peux pas la mettre sur tel type de poste. Alors qu'en fait, on peut tout simplement adapter le poste pour cette personne-là. On ouvre des choses qui sont... en fait, on se met nos propres barrières. On se met notre propre barrière et on se dit, un préparateur de commande dans un entrepôt logistique, sur une plateforme de logistique, etc., je ne peux pas mettre une personne en fauteuil. Alors que si on l'équipe d'un Gyrolive, on peut la mettre. Un préparateur de commande peut très bien faire les dizaines de kilomètres quotidiens, se verticaliser, aller chercher le produit en haut d'une étagère, se rasseoir, retourner à son poste sur un Gyrolive. Et ça réduit même une pénibilité d'une personne qui serait valide, qui le ferait quotidiennement. Ça pourrait contribuer à casser un peu ces mythes qui font barrière, justement, qui font encore plus barrière finalement que les obstacles physiques. Est-ce que tu peux nous faire un petit... Oui, une démonstration. Un petit virage. Allez, un petit coin. Ouais. En fait, pour rapidement présenter le Gyrolive, donc c'est une solution qui est basée sur une technologie gyropodique, donc seulement sur 2 roues. Donc tout de suite, on pourrait se dire je peux tomber, je vais me casser la figure, quelque chose comme ça. Et hop là, voilà. Et en fait,
le système est auto-équilibré. Donc on a un système de béquilles. Hop là. Et en fait, on peut se pencher légèrement en avant pour avancer, pencher en arrière pour reculer. Et si je me tiens droit, je reste statique. Pardon. Et puis après, voilà, on a cette compacité, cette maniabilité de pouvoir tourner sur soi-même, sur un rayon de braquage très faible. Et voilà, et après, alors, j'ai un système de... Hop là, je vais mettre ma ceinture et fermer ce que j'aurais dû faire dès le départ. Hop là, j'ai un système de béquilles pour complètement stabiliser la personne. Verrouiller ici. Hop là. Et puis à tout moment, je suis sur un entrepôt logistique, je suis sur un poste de travail, je vais en face d'une étagère. Oui. Et je peux me verticaliser. Hop, je peux m'arrêter là, me faire un petit dips et hop, pouvoir me déplacer là. Être à la même hauteur qu'une personne quand on lui parle. Aller prendre un café avec ses collègues au manche debout sans avoir le manche debout au niveau du front. C'est toutes ces choses-là qui font qu'en fait, on réintègre la personne dans un milieu professionnel. Dans un milieu personnel, c'est pouvoir avoir accès à sa cuisine sans avoir à réaménager toute sa cuisine. Voilà, c'est ces choses-là. Merci Lambert. On a un très beau design en plus sur ce produit. Donc c'est le Gyrolift. Merci à tous les deux, à Olivier et à Lambert d'avoir été avec nous. On va poursuivre justement, on parle de levier, vous pouvez rester assis quelques instants, on parle de levier pour l'emploi. On ne parle pas forcément de l'aspect plus invisible des conseils que l'on pourrait avoir justement pour nous aider à nous remobiliser vers l'emploi. Et je n'en dirai pas plus puisque je donne la main à Nina qui est aux côtés de Léa et Anna. Merci Julie. Donc en effet, je suis avec Léa et Anna, deux sœurs qui ont décidé d'entreprendre et de créer leur start-up Blabbermouth. Les filles, je vous en prie. Il était une fois Chloé, une jeune femme en rémission d'un cancer. Chaque jour, elle se battait davantage pour reprendre confiance en elle. Mais un jour, son entreprise l'a licenciée, faute de pouvoir lui proposer un poste adapté. À cause de cela, Chloé s'inquiétait beaucoup du regard de ses futurs recruteurs. Jusqu'à ce que finalement, Chloé comprenne qu'elle avait la possibilité d'être accompagnée pendant cette dure épreuve. En téléchargeant Blabbermouth, Chloé a trouvé du soutien pour répondre à ses questions et ses attentes. Donc sur Blabbermouth, Chloé peut consulter donc la partie réseau social, mais également assister à des masterclass en direct orchestrés par notre réseau d'experts et d'influenceurs. Ces masterclass lui permettront d'avoir davantage confiance en elle. Il faut savoir que nous sommes deux sœurs et cofondatrices de Blabbermouth, Léa et moi-même Anna. Et c'est vrai que d'après l'Observatoire sociétal du cancer, une personne sur 3 perd ou quitte son emploi dans les 2 ans qui suivent le diagnostic. Donc aidez-nous à rendre plus confiants les demandeurs d'emploi en leur proposant des masterclass adaptés. Merci les filles. J'ai une petite question à l'intention de Léa. Donc, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de mettre en avant l'inclusion des personnes en situation de handicap dans vos offres de services ? Alors, comme on vient de le dire, Blabbermouth, c'est une application mobile qui est destinée à 3 thématiques, donc la beauté, la forme et le bien-être. L'application donc, est inclusive, donc on cible vraiment tout le monde, quelle que soit votre identité de genre ou votre état de santé. Et nous avons décidé donc de rendre l'application telle que nous sommes, avec nos problématiques au quotidien, puisqu'il faut savoir qu'Anna et moi avons des handicaps dits invisibles, chacune, des handicaps différents, donc chacune des problématiques aussi qui vont de pair. Donc l'application vraiment reprend les codes qu'on veut faire entrer à la société, à savoir un bien-être intérieur et extérieur. Voilà, je laisse poursuivre après, Anna va vous en dire un peu plus. Merci Léa. Et du coup, Anna, en quoi votre organisation permet-elle d'aider une organisation comme par exemple Pôle emploi qui sont partenaires de UA ? Alors Blabbermouth peut aider Pôle emploi justement grâce aux masterclass, donc aux visioconférences. C'est-à-dire que les demandeurs d'emploi pourront bénéficier d'une sorte de coaching, d'un accompagnement avec nos professionnels en visio sur plusieurs thématiques qu'ils pourront choisir, à savoir comme la confiance en soi ou l'assurance au travers de son apparence, ou encore
l'acceptation du handicap lorsqu'il survient même plus tard au cours de sa vie. Et nous espérons justement compléter ce qu'ils ont déjà mis en place, donc des ateliers conseils, et leur proposer davantage d'ateliers avec eux en s'adaptant aux problématiques actuelles. Merci à vous deux. Et on poursuit On poursuit. Donc on va poursuivre avec notre nouvelle start-up également qui a rejoint la seconde promotion, Five Discovery Virtual Learning, donc représentée par son CEO Sophia Ruffin. Hop. Et nous aurons une petite démo également. Hop. Sophia, je t'en prie. Bonjour à tous, je suis Sophia Ruffin, CEO de Five Discovery Virtual Learning. Donc Five, 5 comme les 5 sens. Donc Five Discovery, c'est la première plateforme de formation soft skills inclusive en réalité virtuelle. Donc on propose des formations autour du développement comportemental, du développement des compétences humaines, ce qu'on appelle communément les soft skills, pour les personnes fragilisées, y compris les personnes en situation de handicap physique, cognitif, mental ou physique, pour les aider dans leur employabilité, donc au travers de formations autour de la préparation à l'entretien d'embauche et au savoir-être par exemple, également pour les aider à mieux s'insérer dans l'organisation une fois qu'elles ont décroché un job, et pour aussi aider les collaborateurs, les managers à lever leur bien conscient, leur jugement de valeur, leurs incompréhensions tout simplement, qu'on peut avoir face à tel type de singularité. Donc tout ça en environnement immersif, ludique et efficace. Merci Sophia. Donc, vous nous proposez une petite démo ? Oui, on va vous plonger dans différents types de scénarios. Donc vous allez pouvoir avoir un aperçu de nos modules. Bien entendu, puisque c'est retransmis, c'est mon collaborateur Samy qui va faire les interactions. Donc ça va être beaucoup plus limité qu'en situation pseudo-réelle, bien entendu. Mais ça va vous donner un avant-goût de ce qu'on apporte, des bénéfices à la clé aux personnes en situation de handicap. Donc à gauche de votre écran, vous pouvez voir ce que voit Samy. Oui, on est dessus depuis. Exactement. Donc là, vous avez un premier module avec une réunion d'équipe, un manager qui n'est pas au courant des différentes singularités de certains de ses collaborateurs. En l'occurrence, là, il s'agit d'un handicap invisible de type maladie de Crohn. Et donc, on va comprendre que les personnes en situation de handicap peuvent avoir des réactions, des demandes qui peuvent surprendre. Et l'idée, c'est évidemment de passer outre cette incompréhension, surtout pas aller vers un jugement de valeur disqualifiant, mais plutôt aller vers une compréhension, un lien empathique, une bienveillance pour les intégrer au sein de l'organisation. Donc différentes interactions sont proposées au sein de ce premier module. Donc situation typique d'une insertion professionnelle. Et puis on va passer progressivement à un second module. Tu as vu ? Nous avons pu un entretien d'embauche, j'imagine. Alors on est en entretien, oui, avec son manager. Donc le jeune, l'apprenti, a des problèmes auditifs dont il n'a pas parlé. C'est pas quelque chose qui est connu de son manager. Et on va voir l'incompréhension du manager par rapport à la réaction face à tel ou tel type de questions, qu'il a mal compris tout simplement. Et puis on va faire ce qu'on appelle l'embodiment, c'est-à-dire qu'on va prendre la peau de la personne en situation de handicap pour comprendre ce qu'elle peut vivre, ce qu'elle peut ressentir. Donc on va modifier les bruits, par exemple, on va rendre la communication du manager difficilement compréhensible. On va voir qu'on rentre très rapidement en situation de stress. L'embodiment est très magique en réalité virtuelle, ça permet d'ouvrir la conscience et de changer son comportement par rapport à tel type de handicap. Donc là, il fait le body swap, je pense. Je ne vois pas tout. Voilà. Donc il se retrouve dans la peau de ce jeune homme qui était en entretien avec son manager. Donc dans la glace, d'ailleurs, il peut se voir dans son corps. Et c'est extrêmement puissant, c'est un marqueur extrêmement fort. Merci à vous deux pour cette petite démo et pour cette présentation de Five Discovery Virtual Learning. Merci à vous. Je redonne la main à Julie pour ce troisième temps fort. Merci à Sophia et à Samy pour cette présentation. Juste avant de poursuivre sur notre dernier temps avec Monsieur Pierre Abadan, Yannick Efébé et Rudy Gombeau, un tout petit mot pour la clôture de cette table ronde avec Laurent Mateur de Pôle emploi qui a réussi à se connecter avec nous.
qui va arriver dans quelques secondes. Et en attendant, donc, je laisse Yannick nous rejoindre ainsi que Rudy pour que nous puissions démarrer juste après le dernier temps fort de cette rencontre. Donc Laurent Matter, qui est chargé de projet innovation numérique à la direction régionale Île-de-France de Pôle emploi. J'en profite pour vous partager l'information que les aides exceptionnelles mises en place par l'AGEFIP et Pôle emploi restent valables jusqu'au 30 juin 2021, que ce soit le soutien aux travailleurs indépendants en situation de handicap, pour les domiciles trajets entreprise. Voilà, vous pouvez retrouver sur le dernier communiqué de presse de l'AGEFIP et du FIP toutes ces aides qui sont disponibles. Est-ce que Laurent est avec nous ? Sinon, on lui laissera le petit mot de la fin de la rencontre. Ouais, alors, ok, le petit mot de la fin, comme ça on va poursuivre. Alors, merci beaucoup à Monsieur Pierre Abadan d'être à nos côtés, adjoint à la maire de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques. On est très content de clôturer cet après-midi avec vous. Merci à Yannick Ifibé, champion du monde handisport en épée, qui est aussi avec nous et qui nous suit depuis le début de l'aventure UA, et puis Rudy Gombeau, qui est donc fondateur de Couragé. Sans attendre, sans introduction, Pierre Abadan, vous êtes donc adjoint à la maire de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et avant de concrétiser en 2015 votre appétence pour agir dans la société en embrassant une carrière politique, vous avez officié durant près de 17 ans, ça tout le monde le sait, sûrement comme joueur professionnel au Stade français Paris Rugby, entre autres. Alors en 2024, Paris accueillera les Jeux. On sait que ça représente un très beau levier pour beaucoup de sujets citoyens et accélérer les solutions au service de l'accessibilité aux activités sportives pour tous. Quels seraient les héritages dont pourraient rêver les franciliens et touristes en situation de handicap sur ces enjeux? Bien sûr, on parle de sport. Bonjour, merci beaucoup. Ravi de pouvoir être avec vous. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérances autour des Jeux Olympiques et Paralympiques. D'abord, c'est une opportunité assez unique d'accélérer les changements. Et ça, je crois que c'est particulièrement vrai, en tout cas je l'espère, et c'est l'ambition qu'on porte, notamment pour changer le regard sur le handicap et faciliter la vie des gens qui sont en situation de handicap. Pour tout ce qui a été dit précédemment, il y a évidemment beaucoup de travail, en particulier à Paris, qui est une ville ancienne, qui a besoin d'améliorer son accessibilité. Donc on a beaucoup d'ambition. Alors il y a évidemment la première, en tout cas la mienne et celle que je porte beaucoup, c'est de réussir avant même les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Je crois qu'il y a vraiment une attente très forte aujourd'hui, on l'a vu depuis Rio, je pense que d'autres ici pourront mieux témoigner que moi, de ce que sont devenus les Jeux Paralympiques en termes d'impact sociétal. Et donc dans l'organisation de l'événement, aujourd'hui tout est pesé à la même hauteur pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, et c'est la première fois en dehors de Tokyo où il y aura une équipe de France unique. Il y a aussi un logo unique, et c'est la première fois que ça va arriver. On a le même logo pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Après, en termes d'héritage, on a évidemment beaucoup d'attentes. D'abord sur la pratique sportive. On souhaite, avec Paris 2024, développer ce qu'on appelle les clubs para-accueillants, c'est-à-dire que chaque club aujourd'hui développe, en tout cas beaucoup de clubs, il ne faut pas être irréaliste, ce ne sera pas chaque club, mais développe des sections para-accueillantes. Aujourd'hui, on a à peu près 1200 personnes en situation de handicap qui sont dans une structure sportive. On a l'ambition, mais avec le Covid, on a pris une petite année de retard avec les difficultés de la pratique sportive, mais de dépasser les 4500, donc de multiplier par 4. Donc nous, à la ville, on a une emprise directe, puisqu'on peut mobiliser les clubs et les inciter fortement à le faire pour notamment, par exemple, continuer à être soutenus par la ville ou renforcer ce soutien si tant est qu'ils rentrent dans cette optique-là. Après, en termes d'héritage, il y a évidemment beaucoup de choses. Il y a l'accessibilité aux structures sportives. Aujourd'hui, on est passé de 46% à 57% en plus de 10 ans d'équipements sportifs. On en a 450. Depuis 2013, on a continué à améliorer l'accessibilité, mais il y a encore du travail, parce qu'il y a encore donc 43% des sites qui ne sont pas accessibles à Paris.
sur les 450. Donc évidemment, on doit s'améliorer là-dessus. Tout ce que l'on fait dans le cadre des rénovations, que ce soit les sites de compétition, comme par exemple la salle Pierre de Coubertin, ou des sites d'entraînement, les premières choses qui sont mises en place, ce sont les mises en accessibilité. Donc ça, c'est aussi une amélioration. Et après, il y a évidemment, sur l'héritage, pour les personnes en situation de handicap, et globalement, pour l'accessibilité universelle dans la ville, une approche globale sur des quartiers d'accessibilité augmentée. Une quinzaine sont ciblés aujourd'hui dans le cadre de des opérations urbaines de réaménagement globaux dans lesquelles on va travailler spécifiquement à l'accessibilité. Et ensuite, et j'en termine par là, tous les lieux de compétition, évidemment, tous leurs accès seront travaillés. Mais il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'ambition et vraiment on veut ne pas décevoir parce qu'on sait, quand je dis on, c'est à la fois la ville de Paris, à la fois le comité d'organisation, à la fois la Solidéo, qui est la société qui livre les équipements pérennes, travaille évidemment avec cet objectif-là comme une chose qui est essentielle dans l'approche et ça je peux vous en témoigner. Et encore ce matin, j'ai participé au comité des mobilités, donc qui est un vrai défi, hein, et ça a été dit avant nous, comment amener les spectateurs et les athlètes dans les sites, et on sait que c'est un défi très important, d'autant qu'on est sur un nouveau modèle de jeu. Et il y a eu un appel à projets innovants, parce qu'on est là aussi pour parler d'innovation, et beaucoup de répondants, et dans les 21 sélectionnés que vous découvrirez bientôt, il y en a énormément, et c'est heureux, qui travaillent sur faciliter l'expérience spectateur ou l'expérience athlète pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà, ça fait vraiment partie, c'est vraiment devenu l'ADN dans l'organisation du plus grand événement du monde, que sont les Jeux Olympiques, mais aussi les Jeux Paralympiques. Merci, Monsieur Claire-Badan. Et on sait que vous êtes attentif à l'émulation et au terreau fertile que sont nos startups. Voilà. Merci beaucoup pour ce mot d'introduction sur ces sujets et ces enjeux. Yannick Ifébé, tu es escrimeur handisport, champion paralympique à l'épée par équipe, champion du monde, hein, on peut le dire. Et bientôt, oui, quand même, on l'est toute sa vie, à vrai. Et bientôt, tu vas participer à la compétition, on l'espère, lors des Jeux de Tokyo. Déjà, bravo, parce que tu réussis à mener de front tes exploits sportifs, mais aussi tes études en sciences politiques et tes engagements, puisque comme je disais, tu es avec nous depuis le début. Et je pense que les différents projets qui font partie de cette promotion seront contents d'échanger avec toi. Alors, Paris 2024 avait évoqué effectivement un chiffre assez faible du niveau de pratique d'activités sportives régulières pour les personnes en situation de handicap. On parlait du rôle inclusif que pouvait jouer le sport avec M. Pierre Abadan. Quel rôle justement a joué pour toi le sport dans ta vie? Et puis comment tu vois ton rôle d'ambassadeur dans le cadre de ces valeurs des Jeux paralympiques? Déjà, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Ça fait toujours très plaisir d'être ici. Et du coup, moi, le sport a joué un grand moment dans ma vie. Parce que moi, mon handicap, je l'ai eu quasiment à la naissance. Donc, j'ai toujours été dans des structures spécialisées pour handicapés. Et c'est dans ces structures qu'ils nous préconisaient de faire une activité pour mieux vivre son handicap. Et du coup, moi, j'ai choisi le sport. Et en plus, j'étais hyper actif, donc du coup, ça aidait. Et le sport a toujours joué une grande importance. Parce que déjà, c'est par le biais du sport que je suis allé pour la première fois à l'étranger. C'est par le biais du sport que j'ai pu avoir mes contrats sportifs qui m'ont aidé à construire ma carrière sportive. Et c'est aussi le sport qui m'a aidé à mener mes études de front. Du coup, ça me permettait d'avoir une sorte de soupape de décompression pour pouvoir vraiment évacuer. Et c'est également aussi un bon vecteur d'intégration. Parce que moi, j'ai la chance de faire de l'escrime. Et il y a vraiment... la plupart des entraîneurs d'escrime viennent, en tout cas handisport, viennent du monde valide. Donc c'est vraiment un petit microcosme. Et c'est vrai qu'on se voit très souvent. Et du coup, moi, j'ai mon club handisport, mais j'ai aussi un club valide. Et du coup, je fais la navette entre les deux. Ça me permet à la fois de m'entraîner avec des personnes qui sont dans la même situation que moi, et aussi de m'entraîner avec des valides qui viennent se mettre en fauteuil en face de moi. Et du coup, il y a juste... eux, ils n'ont pas l'habitude d'être en fauteuil, mais ils n'ont pas de handicap. Donc au final, ça se rééquilibre. Et après, concernant le côté ambassadeur, je pense que les sportifs en handisport
peuvent aider à changer l'image des Jeux paralympiques et aussi du handicap dans la société en général. Et on a pu le voir, comme ça a été cité par M. Rabadan, pour les Jeux paralympiques de Rio. Du coup, c'est la première fois qu'on avait eu 100 heures de direct pour les Jeux, et par France Télévisions. Et il y a eu de la demande, ça a été plutôt bien perçu par le public, et ça a été suivi. Et je pense que c'est vraiment par ce biais-là qu'on peut vraiment changer la vision du handicap, en espérant que Tokyo, s'il y a Tokyo bien évidemment, ça aille dans le bon sens, et en espérant qu'avec Paris 2024, en plus à la maison, on puisse vraiment avoir une bonne exposition et justement vraiment mettre sur le devant de la scène toutes les problématiques de l'accessibilité et aussi de l'handicap et de l'handisport, évidemment. Merci beaucoup Yannick. Alors, on pense à H-League, le média des Jeux paralympiques qui avait intégré la seconde promotion et qui met en avant justement ces exploits sportifs là. Merci beaucoup. Je peux juste oui, bien sûr. Non, mais d'abord, je voulais vous féliciter pour deux choses. D'abord, mener une double carrière, c'est pas le lieu d'en parler, mais c'est très important parce qu'au-delà d'être un grand sportif, de mener des études en parallèle, c'est pas simple, mais c'est excessivement important. Et puis ensuite, je crois que vous êtes vraiment un très bon exemple, et vous avez choisi les bons mots pour le dire, mais de ce que peut porter le sport, et pas simplement pour le handicap, en termes d'intégration et d'inclusion sociale. Et je crois qu'au-delà de l'innovation, et notamment pour les thèmes d'accessibilité qui est essentiel, il faut aussi rappeler tout ça. C'est un formidable vecteur d'intégration, quel que soit ce qui nous différencie. C'est encore un endroit où on se retrouve tous avec nos différences, et on les vit plutôt bien d'ailleurs, grâce à ça. Donc voilà, bravo en tout cas, c'est inspirant. Merci. Merci à tous les deux. Merci à toi Yannick. Et on va poursuivre avec l'intervention de Rudy Gombeau, qui est donc fondateur de la solution Couragé. On découvrira pendant que tu installes ton matériel, parce que c'est toi qui vas clôturer cet après-midi, on aura la chance de découvrir l'innovation de Philippe Royer, fondateur de Tactile Haptique. Mais avant, Rudy, donc, tu es diplômé d'une école d'ingénieur, tu es passionné de sport, ça tombe bien, tu peux rester, et particulièrement de vélo. Et pendant 15 ans, tu as piloté des projets d'intrapreneuriat au sein d'un grand groupe, jusqu'à toi-même te lancer quand tu rencontres le projet Circles. Donc on parlait d'inclusivité dans le sport. Quel rôle peut jouer votre solution, donc Couragé, qu'on va découvrir juste après. Donc c'est juste un petit teaser, mais pour contribuer à réaliser ces belles ambitions. Déjà bonjour à tous. Merci Julie pour cette introduction. Donc c'est toujours un plaisir de rencontrer Yannick et d'échanger autour du sport pour tous. Donc c'est une valeur de Couragé. Yannick a utilisé à plusieurs reprises le terme justement inclusivité. Et pour nous, le sport inclusif, l'un des éléments importants, c'est de faire en sorte que chaque personne, en fonction de sa pathologie ou en fonction de son stade aussi d'âge, puisse avoir accès aux bienfaits et à l'expérience sportive. Du coup, c'est vraiment important ce sujet autour de l'expérience sportive que tu as justement indiqué juste avant. En effet, ce que les bienfaits de l'activité sportive, c'est aussi bien physiologique, mais également psychique. Je pense que tout le monde a vu, lié au confinement, qu'il y a eu pas mal de sujets dans les médias pour ouvrir les salles de sport et pour avoir l'accès. Donc on a pu voir tous finalement qu'est-ce que c'était ne pas avoir accès justement aux équipements sportifs et d'être plus ou moins comme les personnes à mobilité réduite qui ont ce manque d'accessibilité. Donc nous, avec Couragé, ce qu'on a voulu, pour répondre à ta question, Julie, ce qu'on a voulu, c'est rendre le sport et la capacité à chacun de faire de l'activité physique à travers leurs membres. Donc c'est pour cela qu'on a développé des solutions qui vont permettre de remobiliser les membres qui sont notamment paralysés, mais également accompagner dans le secteur de l'inclusivité les personnes qui sont en fragilité musculaire, donc notamment, on en parle peu, mais les personnes âgées, les personnes également qui ont une fragilité musculaire de type sclérose en plaques ou Parkinson. Donc c'est des personnes qui ont besoin également d'avoir l'expérience sportive. Mais comme on a voulu faire des solutions qui ne stigmatisent pas, donc ça c'était vraiment un de nos gros sujets, parce que quand on a discuté avec des personnes en situation de handicap, ils nous ont dit la solution est bien, mais on n'a pas envie d'utiliser uniquement nous. Donc du coup, on allait chercher des grands sportifs, des sportifs du quotidien, pour montrer que c'est une solution finalement qui va permettre à chacun d'atteindre les objectifs qu'il souhaite.
Et du coup, pour rebondir sur la partie Jeux Olympiques, donc, on a voulu aussi créer un écosystème du sport pour tous. Et pour cela, on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas y arriver seul. Donc, on allait chercher des partenaires. Et on a notamment répondu à un consortium, donc le projet Avisteam, dans le cadre de Paris 2024, qui a été lauréat, avec l'Association des paralysés de France et notamment la Fédération française d'aviron santé, qui est inscrit dans le sujet du sport santé déjà depuis longue date. Et avec eux, on est en train de designer un programme d'activité physique qui va permettre, avec une vision sportive, de permettre à des personnes en situation de handicap de refaire du sport et du sport en extérieur, sur l'eau, dans une barque, comme tout à chacun. Et ce programme, il se fait de manière adaptée, donc aussi bien adapté en centre de rééducation ou en centre médico-social, en club de sport pour apprendre le geste parfait, et ensuite aller sur l'eau. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. C'était la première brique de l'écosystème qu'on souhaite bâtir. Et maintenant, on souhaite aller plus loin avec ce consortium et faire en sorte que ces solutions et l'activité physique puissent être disponibles partout et dans toute la France. Et on cherche notamment des partenaires institutionnels, privés et des ambassadeurs comme Yannick, qui présente mieux que moi d'ailleurs encore la partie expérience sportive. Merci Rudy. On a hâte de découvrir cette démo avec un alumni d'ailleurs, Majid, qui se prête au jeu, qui a mis un short cet après-midi malgré la pluie. On demande encore donc aux spectateurs qui nous regardent de patienter pour aller jusqu'au bout avec nous, puisqu'on a eu du retard, vous l'avez constaté. Et donc on a le plaisir de retrouver Philippe pour la solution tactile haptique. Je laisse la parole à Nina. Donc voilà, donc on est la dernière start-up de notre troisième promotion UA, donc Tactile Haptique, représentée par son fondateur Philippe Royer. Donc Philippe, je t'en prie. Oui, bonjour. Donc Tactile Haptique propose un service d'intervention sensible auprès des personnes en situation de grand handicap. Nous proposons effectivement par le contact, puisque nous travaillons sur le toucher et la musique, de jouer de la musique et des sons uniquement par le contact de la peau. Je me permets juste d'interrompre. Il y a normalement des petites slides qui devraient apparaître à l'écran. Voilà, elles sont parties. Voilà, effectivement. Alors, notre maître mot, c'est effectivement l'affection, l'émotion, le respect des personnes et pour le bien-être des personnes. Alors, cette pratique de jouer de la musique et des sons avec la peau permet effectivement de communiquer pour les personnes effectivement qui n'ont plus la parole. Ça permet une nouvelle forme de relation, permet de se relaxer, permet de se mobiliser et permet également de s'émanciper en mettant en lumière les potentialités restantes et en maintenant l'identité de la personne. Alors la technologie est très simple, elle est vraiment mise au service, en tout cas de la relation. Nina est là, des électrodes dermiques sont au contact de la peau des utilisateurs. Donc en l'occurrence, je l'ai posé au sol, donc j'ai le pied dessus. Nina va faire pareil avec son pied. Et au contact, nos mécanorécepteurs vont donc contrôler un fichier audio, et en l'occurrence du son. Et a priori, si la régie, puisqu'on n'a pas fait de raccord, mais si la régie fonctionne... C'est incroyable. Juste par le contact de la peau ? Juste par le contact de la peau, c'est nos mécanorécepteurs qui sont révélés. Et effectivement, du coup, pour aller jouer sur toutes des natures de sons et un environnement qui est lié à des sons abstraits, des ambiances et des musiques, pour mobiliser effectivement les fonctions cognitives et aussi physiques. Mais je pense que le mieux, c'est d'illustrer rapidement l'utilisation de cet outil avec justement des personnes en situation de grand handicap. Donc je travaille en maison d'accueil spécialisée. Et là, je voudrais présenter juste une minute d'image que j'ai faite avec Michael, qui souffre d'une épilepsie très sévère, qui est aphasique, donc qui ne parle pas, qui n'a pas accès aux activités proposées dans la structure et qui de plus déteste le toucher, qui en général est synonyme pour lui de douleur dans les manipulations. Et après quelques séances, voilà ce qu'on arrive à faire ensemble avec Michael.
pas vous laisser toute la durée, hein, puisque effectivement ces interventions avec lui durent quasiment 1 heure. Hein. Mais donc vraiment notre mission, en tout cas, c'est vraiment une mission en direction des personnes vraiment lourdement handicapées, hein, qui ont effectivement des troubles cognitifs ou physiques. Et nous proposons cette activité sous forme de prestation dans l'espace médico-social auprès de ces personnes, mais aussi auprès des aidants qui, quelquefois, effectivement, peuvent participer aussi à cette activité. L'objectif étant, à moyen terme, de pouvoir, effectivement, livrer cette technologie aux aidants professionnels et familiaux. Et je remercie en tout cas HUA d'accueillir ce projet qui se décale un tout petit peu du sport, on va dire. Voilà. Merci Philippe et merci pour cette démo. Le temps de remettre ma chaussure, vous pouvez apercevoir derrière moi donc Rudy Gombeau que vous venez de voir à l'instant, donc notre alumni de la seconde promotion, avec Majid que vous avez également aperçu avant, vous faire une démo de Couragé et de son rameur. Tu l'as pas essayé finalement. Donc du coup, sur le dispositif, donc on voit Majid qui fait l'activité. Et avec la stimulation, donc ça vient contracter ses muscles pour que ça puisse l'aider à avancer et à reculer. Donc pour une personne qui est du coup en situation de handicap, donc ça va venir contracter ces différents groupes musculaires, c'est-à-dire le quadriceps et l'ischio-jambier, pour faire le mouvement du coup du rameur. Et pour des personnes qui ont une faiblesse musculaire, donc on a un dispositif qui est, comme je disais, inclusif, qui va permettre en même temps, à travers un moteur, de leur permettre de récupérer notamment de la spasticité ou diminuer leur spasticité. Donc dans ce dispositif, donc c'est bien un dispositif de rameur en standard, donc avec aussi bien les jambes du coup que les bras. Et du coup, vous avez votre dispositif médical, il est déjà dans des établissements de santé? Notre dispositif aujourd'hui, c'est un dispositif qui est pour l'instant validé en sport et santé. Et du coup, ce dispositif, il est utilisé par plus de 100 personnes. Donc des personnes qui sont dans des centres, notamment des résidences seniors, donc pour personnes âgées, notamment chez Domitis, mais également dans pas mal de structures au niveau d'APF France Handicap, avec l'aide de TechLab. Et ils sont également dans 2 clubs de la Fédération française d'aviron. Merci Rudy. De rien. Je vais donc repasser la main à Julie pour la conclusion de cet après-midi ensemble. Merci beaucoup Nina et merci à tous les projets. Merci à vous d'être restés jusqu'à maintenant malgré le retard. Donc pour terminer cette rencontre, simplement vous dire que UA a désormais son site internet qui sera visible dès aujourd'hui. Vous pourrez retrouver l'ensemble de notre promotion, 3e promotion. On va terminer d'ailleurs avec un petit trombi, si vous pouvez le partager à l'écran. On a donc eu la chance d'intégrer le mois dernier U31, Vibeya, MyJugad, Stephen X, Blabbermouth, 5 Discovery et Tactile Haptic. On en est très très contents. Donc n'hésitez pas si vous voulez collaborer avec ces startups, leur poser des questions ou organiser des temps d'échange. Ce sera avec grand plaisir. On vous met le lien dans le descriptif de la vidéo YouTube. Et effectivement, pour la fin, vu que je suis toute seule, je vais enlever le masque. Merci à tous, à toutes nos startups, à nos partenaires, la Ville de Paris, le Pôle emploi, tous nos partenaires, surtout nos super innovateurs et à l'équipe qui nous a soutenus. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux LinkedIn et Twitter. Voilà. Merci à tous. À l'équipe UA.